Ma tante s'amusait à répéter à chaque repas de famille que mon bébé n'était pas de Daniel, trouvant ça tordant. Sauf qu'un jour, quand je lui ai rappelé combien elle trouvait sa blague innocente, elle est soudain devenue livide. Quand notre fille Lily est née avec sa tignasse rousse flamboyante, la question s'est rapidement posée. Ni Daniel, ni moi n'avons les cheveux roux. Je suis blonde, il est brun. Mais dans nos familles, il y avait eu des roux. Ma grand-mère, son grand-père. Le pédiatre a bien expliqué que les gènes récessifs faisaient parfois des surprises. Tout le monde l'a compris, sauf Beverly. À la première réunion où Lily, 3 semaines à peine, était là, Beverly l'a fixée avant de lâcher. Eh bien, tout le monde sait ce qu'il s'est passé, avec un clin d'œil appuyé. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle a explosé de rire, lançant que les cheveux roux, ça n'apparaît pas comme ça, que je devais avoir des choses à cacher. Daniel a serré la mâchoire mais n'a rien répondu. Ma mère lui a demandé d'arrêter ses idioties. Elle a prétendu plaisanter, déplorant qu'on ait perdu le sens de l'humour. Mais ce n'était que le début. À chaque repas, Beverly en remettait une couche. À l'anniversaire de mon neveu, elle a proposé à Daniel un test de paternité pour Noël. À Pâques, elle a soufflé que Lily ressemblait davantage au facteur qu'à nous. Et au barbecue du 14 juillet, elle m'a balancé devant tout le monde si je n'avais rien à avouer. À chaque fois, elle riait en disant que c'était juste pour plaisanter. Sauf que Daniel, au bout de la 3e fois, a cessé de venir, exaspéré d'entendre sans arrêt les mêmes insinuations. Ma belle-mère, mise au courant par ma cousine, s'est mise à poser des questions à Daniel sur la paternité, suggérant un test, sans jamais m'en parler directement. Il m'a confié qu'elle avait peur qu'il soit trop crédule. Son frère a suivi, d'abord à mots couverts, puis de plus en plus ouvertement. Il glissait que Lily n'avait pas le nez de Daniel. Notez qu'elle était grande alors que nous sommes plutôt petits. Petit à petit, Daniel a commencé à regarder sa fille différemment, pas réellement soupçonneux, mais on sentait le doute s'installer. Je l'ai même surpris un soir à chercher des sites de tests ADN sur son portable, prétextant vouloir connaître ses origines familiales. Beverly, persuadée d'être hilarante, a frappé fort à Thanksgiving avec un kit 23andMe, emballé dans du papier cadeau bébé et une carte pour quand tu voudras vraiment connaître la vérité. Elle a exhibé le cadeau devant toute la table, en précisant que toute famille a besoin d'honnêteté. Daniel a quitté la pièce sans demander son reste, me laissant seule avec Lily face à la tablée. Je l'ai rejoint dans la voiture, il était en larmes, me disant qu'il se haïssait de douter, que ses plaisanteries le rongeaient, qu'un test mettrait peut-être fin à tout ça. J'ai répondu que si, après 3 ans de vie commune et une grossesse désirée, il avait encore besoin d'un test, alors le problème était plus grave que les idioties de Beverly. Nous sommes rentrés sans manger. Beverly n'a pas attendu pour m'envoyer un message. Daniel était trop susceptible. Il ne supportait pas qu'on le taquine. Que si je n'avais rien à cacher, je ne serais pas aussi à cran. Je n'ai même pas répondu. Elle, par contre, a continué. Elle postait de vieilles photos de célébrités rousses sur Facebook, avec des commentaires du style « Le vrai père de Lily ». Elle m'identifiait dans des articles sur les gènes récessifs, agrémentés d'emojis morts de rire et de clins d'œil sarcastiques. Elle a même créé une discussion de groupe avec toutes les femmes de la famille pour demander si ça ne leur paraissait pas suspect, cette histoire. Ma cousine est venue me dire que Beverly pariait ouvertement sur la durée de mon mariage. Le point de rupture, ça a été au premier anniversaire de Lily. Nous avions bien précisé que, cette fois, Beverly n'était pas invitée. Pourtant, elle s'est quand même pointée, cadeau en main. À l'ouverture, Lily déballe un body sur lequel était écrit « Papa, peut-être ?» Un silence glacial s'est abattu sur la pièce. Daniel a pris Lily dans ses bras, est parti dans notre chambre et a claqué la porte à clé. Beverly riait, clamant qu'on était grave, que c'était juste une blague, que les gens étaient vraiment coincés aujourd'hui. Là, j'ai craqué. Je lui ai balancé qu'elle était tellement malheureuse qu'elle s'acharnait à détruire les couples autour d'elle pour se distraire, que ces 3 divorces n'avaient plus aucun mystère, que même ses enfants ne voulaient plus entendre parler d'elle, et que tout le monde savait pourquoi. Elle a dit que j'en faisais tout un plat pour une simple blague. J'ai répondu que c'était sa blague qui était en train de ruiner ma famille. Elle a rétorqué que si mon mariage était si fragile, il ne méritait pas de durer. Ma mère a tenté de calmer le jeu, mais j'étais lancée. J'ai dit à tout le monde que Beverly colportait la rumeur depuis 1 an, qu'elle misait sur la fin de mon couple et qu'elle avait rendu Daniel assez fou pour se demander s'il devait faire un test ADN. Que ce n'était pas de l'humour, c'était de la méchanceté pure. Beverly a essayé de s'éclipser, mais je l'ai suivie jusqu'à la porte. Je lui ai dit que si elle osait recommencer, si elle remettait le sujet sur le tapis ne serait-ce qu'une seule fois, je raconterais à tout le monde comment elle avait volé de l'argent dans la succession de grand-mère. Je l'ai vue blêmir, incapable de trouver ses mots, la bouche béante. Le salon entier est resté figé de stupeur. Plus un bruit, pas un geste. Je sentais tous les regards collés à cette scène. Beverly s'est agrippée à la porte, les jointures blanchies. Elle a tenté un pauvre petit rire comme elle fait toujours à la fin de ses vannes, sauf que cette fois-ci c'était tremblant, forcé. Elle m'a fait un signe de la main comme pour balayer tout ça, marmonnant que j'en faisais tout un foin. Mais sa voix a déraillé et elle a reculé,
les pieds sur le perron. Je l'ai suivi, parlant haut et fort pour que tout le monde dans la maison m'entende. Si besoin, on pouvait très bien reparler des 15 000 € disparus de l'héritage. Et tout de suite. Je lui ai demandé si elle avait une explication sur la présence de la signature de grand-mère sur des chèques durant les 6 derniers mois de sa vie, alors qu'elle n'arrivait même plus à tenir un stylo. Le visage de Beverly est passé du blanc au rouge. Elle a secoué la tête avec agitation en descendant vivement les marches du perron. Elle m'a traitée de menteuse en m'accusant d'inventer n'importe quoi juste pour lui faire porter le mauvais rôle. J'ai avancé d'un pas et je lui ai dit très calmement que j'avais gardé à l'abri une copie de chaque chèque falsifié. Elle s'est tournée d'un coup et s'est presque ruée vers sa voiture, fouillant nerveusement dans son sac pour trouver ses clés, qu'elle a fait tomber 2 fois avant de pouvoir enfin ouvrir la portière. Elle est partie en trombe, ses pneus criant sur le gravier, pendant que je restais debout à la regarder disparaître au coin de la rue avant de rentrer. À l'intérieur, ma mère m'attendait sur le pas de la porte. Sans un mot, elle m'a saisi par le bras et m'a entraînée vers la cuisine, tandis que les autres faisaient mine de ne rien remarquer. Son visage était tendu, sa voix basse et sèche. Elle voulait savoir ce que je voulais dire avec cette histoire d'argent de succession. Je me suis adossée au plan de travail et je lui ai tout raconté. 2 ans plus tôt, pendant qu'on vidait la maison de grand-mère, j'étais tombée sur un dossier de relevé bancaire dans son bureau. Les relevés montraient toute une série de chèques émis durant les 6 derniers mois de sa vie, tous à l'ordre de Beverly, pour un total dépassant les 15 000 $. Or, à cette époque, j'avais vu grand-mère tenter d'écrire son nom sur une carte d'anniversaire. Impossible. Sa main tremblait tant qu'elle n'arrivait même plus à former les lettres. C'était illisible. J'ai expliqué à maman que j'avais comparé les signatures sur les chèques avec celles de grand-mère avant sa maladie, et qu'il n'y avait vraiment aucune ressemblance. Maman a porté sa main à sa bouche, bouleversée. Puis elle m'a demandé pourquoi je n'avais rien dit plus tôt. Je lui ai confié que grand-mère venait de mourir à ce moment-là, et que tout le monde était en plein deuil. Soulever une histoire d'argent aurait été déplacé. On venait à peine de l'enterrer. J'ai précisé que j'avais gardé les copies au cas où, mais que j'espérais ne jamais avoir à m'en servir. Maman a fermé les yeux, pris une longue respiration et m'a assuré qu'elle me croyait, en s'excusant de m'avoir laissé porter ce poids seul. Quand nous sommes revenus dans le salon, les invités commençaient déjà à se disperser, chacun ramassant ses affaires et filant vers la porte. Personne n'osait me regarder en face. Tout le monde trouvait un prétexte pour fixer son téléphone, écouter ses enfants ou prétendre avoir laissé quelque chose dans la voiture. L'ambiance de la fête s'est évaporée en moins de 20 minutes, sous une avalanche d'excuses maladroites sur la fatigue ou la longue route du retour. Scarlett a été une des dernières à partir et m'a serré très fort dans ses bras avant de sortir. Elle m'a glissé à l'oreille que ça faisait du bien que quelqu'un ait enfin le courage de tenir tête à Beverly. Elle m'a aussi avoué qu'elle regrettait de ne pas avoir parlé plus tôt, qu'elle aurait dû me parler de la cagnotte des semaines avant au lieu de se taire. Je l'ai rassurée, lui expliquant que je ne lui en voulais pas du tout. Avant de s'en aller, elle a pressé ma main une dernière fois. Quand la maison s'est vidée, tout semblait bizarrement calme et vide, avec des parts de gâteaux à moitié entamées, traînant sur les assiettes, et les guirlandes encore suspendues un peu partout. J'ai descendu le couloir jusqu'à notre chambre, puis j'ai frappé tout doucement à la porte. J'ai annoncé que tout le monde était parti, qu'on se retrouvait enfin juste entre nous. La serrure a claqué et Daniel a entrouvert doucement la porte, s'avançant comme s'il redoutait de réveiller le bébé. Lily dormait sur son épaule, sa petite main recroquevillée au creux de son cou, ses cheveux roux complètement en bataille. Je voyais à ses yeux rouges et gonflés qu'il avait pleuré. Il n'a rien dit, il m'a simplement fait entrer, puis refermé la porte derrière nous. On s'est assis tous les deux sur le lit, d'abord sans oser se toucher, juste à regarder Lily qui dormait paisiblement entre nous sur la couverture, respirant doucement avec quelques petits bruits tout en sommeil. Daniel et moi sommes restés là, de longues minutes à ne pas savoir par où commencer. Finalement, il s'est lancé d'une voix à peine audible. « Je suis désolée d'avoir douté de toi, d'avoir laissé le venin de Beverly me monter à la tête et de ne pas t'avoir mieux défendu devant ma famille. » Je lui ai répondu « Moi aussi je suis désolée d'avoir trop longtemps attendu avant de réagir, de ne pas avoir remis Beverly à sa place dès la première remarque. » On était resté silencieux encore un moment, puis Daniel m'a pris la main. Ce soir-là, après avoir couché Lily et allumé sa veilleuse, Daniel, assis au bord du lit, m'a avoué quelque chose qui m'a coupé le souffle. J'ai pris rendez-vous pour un test ADN la semaine prochaine, au labo de la ville. Sa voix tremblait, il n'osait pas croiser mon regard. Il a avoué qu'il avait honte d'en être arrivé là, mais que les insinuations de Beverly lui avaient tellement empoisonné l'esprit qu'il n'arrivait plus à chasser le doute. Il a murmuré « Je passais des nuits blanches à regarder les cheveux roux de Lily, à me demander, tout en me détestant de douter, mais sans parvenir à me raisonner. Il m'a confié qu'il comptait s'y rendre seul, en secret, juste pour avoir la paix et se prouver à lui-même qu'il se trompait. Je me suis assise à côté de lui, j'ai posé une main sur son dos, et je lui ai dit que je comprenais, que je ne lui en voulais pas, que si le test pouvait lui rendre la sérénité et effacer les doutes que Beverly avait semés, alors on le ferait ensemble.
Daniel s'est effondré et s'est mis à pleurer, sincèrement, d'une manière que je ne lui avais jamais connue. Il a caché son visage dans ses mains, le corps secoué de sanglots, et il a sangloté. Je ne veux pas être ce genre de mari qui réclame des preuves, ni ce père qui doute de son propre enfant. J'aime Lily plus que tout, et j'en veux à Beverly de m'avoir fait douter de ce que je sais au fond de moi. Je l'ai serré contre moi le temps qu'il laisse passer la tempête, en lui répétant qu'on affronterait tout ça ensemble. On a encore parlé, longtemps, de la suite. Finalement, on s'est mis d'accord. On ferait ce test ADN. Pas parce qu'on doutait vraiment, mais pour mettre une fois pour toutes fin au poison distillé par Beverly. Nous avions besoin de quelque chose de solide, de fiable, un résultat auquel Daniel pourrait se raccrocher lorsque les doutes le réveilleraient la nuit, une preuve indiscutable qui ferait taire définitivement toute remarque. Daniel a sorti son ordinateur et commandé un test à faire à la maison, en optant pour l'option express afin d'avoir les résultats en 3 à 5 jours, au lieu d'attendre 2 semaines. Tous les deux, on se sentait mal de devoir en arriver là, mais aussi soulagés à l'idée d'avoir bientôt une preuve irréfutable. Le lendemain matin, alors que je préparais le café, mon téléphone a sonné. C'était le nom de maman qui s'affichait. J'ai hésité à décrocher, puis je me suis dit qu'il valait mieux affronter la situation une bonne fois pour toutes. À peine avais-je décroché qu'elle a commencé à parler, la voix tendue, clairement en colère. Beverly me harcèle depuis hier soir. Elle m'accuse d'essayer de salir sa réputation avec des mensonges. Beverly racontait à toute la famille que j'avais tout inventé pour me venger de ses moqueries à propos de l'héritage. Maman a pris une voix grave et m'a demandé franchement si le vol était réel ou si j'avais tout monté pour nuire à Beverly. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Oui, c'est vrai, j'ai toutes les copies des chèques falsifiés dans mon coffre à la banque. Je peux te les montrer quand tu veux. » 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était papa. Il n'a même pas pris la peine de me saluer. Il m'a demandé d'emblée pourquoi je ne lui avais jamais parlé de cette histoire. Sa voix était dure, pleine de colère, comme je ne lui avais jamais connue. J'ai rassemblé mon courage et je lui ai expliqué « Grand-mère venait de mourir quand j'ai découvert les chèques falsifiés. On était tous en plein deuil. C'était déjà dur pour tout le monde. Je n'ai pas voulu ajouter à la douleur de la famille avec des accusations ou en appelant la police, surtout après ce qu'on venait de traverser. Papa est resté silencieux un moment. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil. Puis il a dit « Je comprends que tu aies voulu protéger la famille, mais ton silence a permis à Beverly de se cacher derrière et de faire du mal à tout le monde pendant 1 an. » Il m'a assuré qu'il allait désormais gérer Beverly de son côté et que ma priorité devait être Daniel et notre couple. Il a ajouté « Laisse tomber les histoires de famille, je m'en occupe. » On a raccroché et je suis restée là, le téléphone à la main, un peu désemparée. J'étais soulagée que papa me croie et prenne enfin les choses en main, mais je culpabilisais aussi d'avoir gardé cette histoire pour moi si longtemps. Dans l'après-midi, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Kayla, la mère de Daniel. J'ai eu un pincement au cœur en voyant son nom, persuadée qu'elle allait me passer un savon ou défendre Beverly. Mais sa voix, à l'autre bout, était basse et tremblante. Elle s'est excusée d'avoir interrogé Daniel sur sa paternité, admettant qu'elle réalisait aujourd'hui à quel point elle s'était laissée influencer par les ragots de Beverly et avait laissé le doute l'envahir. Elle m'a avoué qu'elle avait honte d'avoir remis en question son propre fils et de lui avoir fait sentir qu'il devait se justifier. Elle ne cessait de me répéter qu'elle était désolée. Je lui ai répondu que je comprenais, que les remarques incessantes de Beverly pouvaient embrouiller n'importe qui. On a continué à discuter un moment, puis elle m'a demandé si elle pouvait venir voir Lily bientôt. J'ai accepté, car je sentais qu'elle était vraiment sincère dans ses excuses. Une vingtaine de minutes après, j'ai reçu un message de Christopher. Il était long. Il se confondait en excuses pour ses remarques sur les traits de Lily, me confiant qu'il n'avait fait que reprendre ce qu'il avait entendu pendant des repas de famille. Il expliquait qu'il n'y avait jamais cru et qu'il regrettait d'avoir participé à tout cela. Il disait qu'il aurait dû nous défendre au lieu de rajouter du poids à la tristesse de Daniel. Je lui ai répondu que j'appréciais ses mots et que cela demandait du courage de reconnaître s'être trompé. 2 jours plus tard, nous avons fait le test ADN. Daniel a sorti le kit sur la table de la cuisine pendant que Lily jouait par terre avec ses blocs. Il fallait frotter l'intérieur de la joue pendant 30 secondes. Daniel a commencé, écouvillon contre la joue, surveillant le chrono sur son téléphone. Puis j'ai maintenu Lily tant bien que mal pour qu'il puisse faire le prélèvement sur elle. Ce qui n'a pas été simple car elle voulait sans cesse attraper ou mordre l'écouvillon. On a fini par réussir à récolter assez de cellules et on a scellé les 2 écouvillons dans leur tube. Avec l'enveloppe préaffranchie du kit, on est parti aussitôt à la poste. L'agente a scanné le colis et nous a confirmé qu'il arriverait dès le lendemain matin. On nous avait annoncé 3 à 5 jours pour les résultats. En rejoignant la voiture, Daniel m'a pris la main et l'a serré très fort, sans qu'aucun de nous n'ait besoin de parler. On savait très bien ce que l'autre ressentait. Chaque heure d'attente serait interminable, même si au fond, nous n'avions aucun doute sur le résultat. Le 3e jour, j'ai reçu une notification par mail. Le nom de Beverly est apparu dans ma boîte de réception et j'ai senti mes mains trembler avant même d'ouvrir son message. C'était un long email.
presque 10 paragraphes, dont la première phrase m'accusait déjà d'être vindicative et cruelle. Elle prétendait que l'histoire de l'héritage n'était qu'un malentendu, que j'utilisais ça pour dresser la famille contre elle, et que j'avais toujours été jalouse de sa complicité avec grand-mère, d'où mes inventions actuelles. Elle me traitait d'affreuse pour oser détruire les liens familiaux à cause d'une blague, puis s'étalait longuement sur ma soi-disant sensibilité à fleur de peau et mon incapacité à supporter les taquineries. Elle m'accusait d'attiser les tensions juste pour attirer l'attention et susciter la pitié. À la fin, elle menaçait que je regretterais d'avoir menti pour la faire souffrir. Après l'avoir lu 2 fois, j'étais bouillante de colère. Je n'ai rien répondu à Beverly. J'ai juste cliqué sur « Transférer » et envoyé son mail à papa, sans ajouter un mot. Il a répondu presque aussitôt, en moins de 5 minutes. Son message m'annonçait qu'il avait déjà pris contact ce matin-là avec l'avocat chargé de la succession et que des démarches étaient en cours contre Beverly. Il précisait en plus que Beverly n'était désormais plus la bienvenue à aucune réunion de famille qu'il organiserait, et il avait bien fait passer le message à tout le monde. Il m'a conseillé de bloquer son numéro ainsi que son adresse mail pour qu'elle ne puisse plus me joindre, ce que j'ai fait sans hésiter. Le lendemain, alors que j'étais en train de plier le linge, Scarlett m'a appelée. Elle voulait savoir comment je tenais le coup après ce qui s'était passé à la fête. Je lui ai répondu que ça allait, que j'attendais simplement les résultats du test ADN et que j'essayais de ne pas trop penser à Beverly. Scarlett s'est tue un instant, puis elle m'a avoué qu'elle devait absolument me confier quelque chose. Elle m'a révélé que Beverly avait persuadé 5 autres membres de la famille de parier de l'argent sur la durée de mon mariage. Elle m'a donné leurs noms, et certains m'ont fait l'effet d'un coup de massue, car je pensais vraiment compter pour eux. Scarlett a insisté sur le fait qu'elle avait refusé de participer quand Beverly lui avait proposé de se joindre à eux. Elle m'a expliqué qu'elle s'était même disputée avec Beverly au sujet de l'immoralité de toute cette histoire, mais qu'elle n'avait rien dit avant de crainte de m'ajouter des soucis. Je l'ai remerciée de tout cœur d'avoir eu l'honnêteté de me le dire maintenant et de ne pas s'être laissée entraîner là-dedans. Après avoir accroché, je suis restée assise un long moment sur le canapé, abasourdie de réaliser que 6 personnes de ma propre famille avaient misé ensemble sur l'échec de mon mariage. Le 4e jour d'attente est arrivé. Je donnais son petit déjeuner à Lily, installée dans sa chaise haute, quand Daniel est entré dans la cuisine, une enveloppe à la main. Il avait le visage livide et les mains qui tremblaient. Il m'a dit d'une voix blanche que les résultats venaient d'arriver avec le courrier. J'ai laissé la cuillère de Lily sur la table et j'ai observé Daniel ouvrir l'enveloppe avec une lenteur presque douloureuse, comme s'il redoutait ce qu'il allait découvrir, alors qu'au fond, on savait tous les deux. Il a pris la feuille, l'a lue sans bouger, le regard figé, et m'a semblé rester là une éternité. Puis il a tourné le papier vers moi. Tout en haut, il y avait un en-tête officiel et, au milieu de termes techniques incompréhensibles, un seul chiffre ressortait en gras. Probabilité de paternité, 98,9%. Daniel avait les yeux pleins de larmes, et moi aussi. On est restés enlacés dans la cuisine, en pleurs, tandis que Lily tapait avec enthousiasme sur son plateau, insouciante, en gazouillant. Daniel m'a serré contre lui de toutes ses forces, à m'en couper le souffle, et aucun de nous n'a prononcé le moindre mot pendant un long moment. Dans l'après-midi, Daniel s'est éclipsé au garage et a reparu environ 1 heure plus tard, tenant à la main un cadre noir tout simple acheté en magasin, dans lequel il avait placé le résultat du test ADN. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, et il m'a expliqué qu'il voulait l'accrocher dans la chambre de Lily. J'ai trouvé l'idée un peu étrange sur le moment, qui penserait à encadrer un résultat de test de paternité, mais il m'a confié que pour lui, ce serait un rappel. Il s'était laissé influencer par la toxicité d'autrui et avait failli laisser ça briser notre famille. Il voulait que, chaque fois qu'il entrerait dans la chambre de Lily et verrait ce cadre, il se rappelle ce qu'on avait traversé et qu'on n'avait pas laissé Beverly gagner. On l'a installé au mur, près de la toise, et Daniel est resté debout devant, longtemps, à le contempler. Je me suis glissée contre lui, un bras autour de la taille. Sur le mur, le cadre détonnait un peu parmi les autres décorations enfantines, mais je comprenais à quel point il comptait pour lui qu'il soit là. 2 jours plus tard, alors que je faisais la vaisselle, ma mère a appelé pour me demander si nous voulions venir dîner chez eux le dimanche suivant. Elle tenait à nous voir et m'a rassurée. Beverly ne serait pas là. Je l'ai sentie épuisée, bouleversée, quand elle m'a confessé qu'elle avait le cœur brisé par tout ce qu'on venait de traverser, mais qu'elle me croyait sur toute la ligne concernant l'héritage dérobé. Elle m'a assuré que j'avais bien fait, qu'elle comprenait que j'ai utilisé ces révélations pour défendre notre famille. Je lui ai promis qu'on passerait, et j'ai senti qu'un poids s'enlevait de ses épaules. Le dimanche venu, nous avons pris la route pour chez mes parents. Lily, fidèle à elle-même, babillait joyeusement dans son siège auto. Daniel, lui, ne lâchait pas le volant des mains, visiblement nerveux. En entrant, une douzaine de proches étaient déjà autour de la table de la salle à manger. Mon père s'est levé pour m'accueillir dans ses bras avant de demander à tout le monde de s'asseoir, expliquant qu'il devait faire une annonce importante. Un silence immédiat est tombé, chacun posant les plats.
Mon père a alors annoncé qu'il avait officiellement porté plainte auprès de la police concernant les chèques falsifiés par Beverly sur le compte de grand-mère. Plusieurs cousins n'ont pas pu retenir des exclamations de surprise. Ma tante Sarah a porté une main à sa bouche, mais mon oncle, lui, s'est contenté d'acquiescer de la tête, comme s'il s'y attendait déjà. Scarlett a discrètement serré ma main sous la table. Papa a expliqué qu'il avait rassemblé toutes les preuves et que la police prenait l'affaire très au sérieux. Ma mère a fondu en larmes en silence, et Daniel a posé un bras protecteur sur mes épaules. Le lendemain après-midi, alors que j'étais en train de plier le linge dans le salon, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai répondu et entendu, à l'autre bout du fil, une femme qui pleurait si fort qu'elle avait du mal à parler. Elle s'est présentée et j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait de la fille de Beverly. Elle m'a supplié de retirer les accusations, m'expliquant que sa mère avait fait une erreur mais ne méritait pas la prison. Je me suis assise car mes jambes tremblaient de plus en plus. Je lui ai expliqué le plus calmement possible que je n'étais pas à l'origine de la plainte, que c'était mon père et que je n'avais plus la main là-dessus. Elle continuait de pleurer, répétant que malgré tout, sa mère restait sa mère et avait besoin d'aide. Je lui ai répondu que je comprenais, mais que Beverly avait eu tout. Ma tante s'amusait à répéter à chaque repas de famille que mon bébé n'était pas de Daniel, trouvant ça tordant. Sauf qu'un jour, quand je lui ai rappelé combien elle trouvait sa blague innocente, elle est soudain devenue livide. Quand notre fille Lily est née avec sa tignasse rousse flamboyante, la question s'est rapidement posée. Ni Daniel, ni moi n'avons les cheveux roux. Je suis blonde, il est brun. Mais dans nos familles, il y avait eu des roux. Ma grand-mère, son grand-père. Le pédiatre a bien expliqué que les gènes récessifs faisaient parfois des surprises. Tout le monde l'a compris, sauf Beverly. À la première réunion où Lily, 3 semaines à peine, était là, Beverly l'a fixée avant de lâcher. Eh bien, tout le monde sait ce qu'il s'est passé, avec un clin d'œil appuyé. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle a explosé de rire, lançant que les cheveux roux, ça n'apparaît pas comme ça, que je devais avoir des choses à cacher. Daniel a serré la mâchoire mais n'a rien répondu. Ma mère lui a demandé d'arrêter ses idioties. Elle a prétendu plaisanter, déplorant qu'on ait perdu le sens de l'humour. Mais ce n'était que le début. À chaque repas, Beverly en remettait une couche. À l'anniversaire de mon neveu, elle a proposé à Daniel un test de paternité pour Noël. À Pâques, elle a soufflé que Lily ressemblait davantage au facteur qu'à nous. Et au barbecue du 14 juillet, elle m'a balancé devant tout le monde si je n'avais rien à avouer. À chaque fois, elle riait en disant que c'était juste pour plaisanter. Sauf que Daniel, au bout de la 3e fois, a cessé de venir, exaspéré d'entendre sans arrêt les mêmes insinuations. Ma belle-mère, mise au courant par ma cousine, s'est mise à poser des questions à Daniel sur la paternité, suggérant un test, sans jamais m'en parler directement. Il m'a confié qu'elle avait peur qu'il soit trop crédule. Son frère a suivi, d'abord à mots couverts, puis de plus en plus ouvertement. Il glissait que Lily n'avait pas le nez de Daniel. Notez qu'elle était grande alors que nous sommes plutôt petits. Petit à petit, Daniel a commencé à regarder sa fille différemment, pas réellement soupçonneux, mais on sentait le doute s'installer. Je l'ai même surpris un soir à chercher des sites de tests ADN sur son portable, prétextant vouloir connaître ses origines familiales. Beverly, persuadée d'être hilarante, a frappé fort à Thanksgiving avec un kit 23andMe, emballé dans du papier cadeau bébé et une carte pour quand tu voudras vraiment connaître la vérité. Elle a exhibé le cadeau devant toute la table, en précisant que toute famille a besoin d'honnêteté. Daniel a quitté la pièce sans demander son reste, me laissant seule avec Lily face à la tablée. Je l'ai rejoint dans la voiture, il était en larmes, me disant qu'il se haïssait de douter, que ses plaisanteries le rongeaient, qu'un test mettrait peut-être fin à tout ça. J'ai répondu que si, après 3 ans de vie commune et une grossesse désirée, il avait encore besoin d'un test, alors le problème était plus grave que les idioties de Beverly. Nous sommes rentrés sans manger. Beverly n'a pas attendu pour m'envoyer un message. Daniel était trop susceptible. Il ne supportait pas qu'on le taquine. Que si je n'avais rien à cacher, je ne serais pas aussi à cran. Je n'ai même pas répondu. Elle, par contre, a continué. Elle postait de vieilles photos de célébrités rousses sur Facebook, avec des commentaires du style « Le vrai père de Lily ». Elle m'identifiait dans des articles sur les gènes récessifs, agrémentés d'emojis morts de rire et de clins d'œil sarcastiques. Elle a même créé une discussion de groupe avec toutes les femmes de la famille pour demander si ça ne leur paraissait pas suspect, cette histoire. Ma cousine est venue me dire que Beverly pariait ouvertement sur la durée de mon mariage. Le point de rupture, ça a été au premier anniversaire de Lily. Nous avions bien précisé que, cette fois, Beverly n'était pas invitée. Pourtant, elle s'est quand même pointée, cadeau en main. À l'ouverture, Lily déballe un body sur lequel était écrit « Papa, peut-être ?» Un silence glacial s'est abattu sur la pièce. Daniel a pris Lily dans ses bras, est parti dans notre chambre et a claqué la porte à clé. Beverly riait, clamant qu'on était grave, que c'était juste une blague, que les gens étaient vraiment coincés aujourd'hui. Là, j'ai craqué. Je lui ai balancé qu'elle était tellement malheureuse,
qu'elle s'acharnait à détruire les couples autour d'elle pour se distraire, que ces 3 divorces n'avaient plus aucun mystère, que même ses enfants ne voulaient plus entendre parler d'elle, et que tout le monde savait pourquoi. Elle a dit que j'en faisais tout un plat pour une simple blague. J'ai répondu que c'était sa blague qui était en train de ruiner ma famille. Elle a rétorqué que si mon mariage était si fragile, il ne méritait pas de durer. Ma mère a tenté de calmer le jeu, mais j'étais lancée. J'ai dit à tout le monde que Beverly colportait la rumeur depuis 1 an, qu'elle misait sur la fin de mon couple, et qu'elle avait rendu Daniel assez fou pour se demander s'il devait faire un test ADN. Que ce n'était pas de l'humour, c'était de la méchanceté pure. Beverly a essayé de s'éclipser, mais je l'ai suivie jusqu'à la porte. Je lui ai dit que si elle osait recommencer, si elle remettait le sujet sur le tapis ne serait-ce qu'une seule fois, je raconterais à tout le monde comment elle avait volé de l'argent dans la succession de grand-mère. Je l'ai vue blêmir, incapable de trouver ses mots, la bouche béante. Le salon entier est resté figé de stupeur. Plus un bruit, pas un geste. Je sentais tous les regards collés à cette scène. Beverly s'est agrippée à la porte, les jointures blanchies. Elle a tenté un pauvre petit rire comme elle fait toujours à la fin de ses vannes, sauf que cette fois-ci c'était tremblant, forcé. Elle m'a fait un signe de la main comme pour balayer tout ça, marmonnant que j'en faisais tout un foin. Mais sa voix a déraillé et elle a reculé, les pieds sur le perron. Je l'ai suivie, parlant haut et fort pour que tout le monde dans la maison m'entende. Si besoin, on pouvait très bien reparler des 15 000 € disparus de l'héritage. Et tout de suite, je lui ai demandé si elle avait une explication sur la présence de la signature de grand-mère sur des chèques durant les 6 derniers mois de sa vie, alors qu'elle n'arrivait même plus à tenir un stylo. Le visage de Beverly est passé du blanc au rouge. Elle a secoué la tête avec agitation en descendant vivement les marches du perron. Elle m'a traitée de menteuse en m'accusant d'inventer n'importe quoi juste pour lui faire porter le mauvais rôle. J'ai avancé d'un pas et je lui ai dit très calmement que j'avais gardé à l'abri une copie de chaque chèque falsifié. Elle s'est tournée d'un coup et s'est presque ruée vers sa voiture, fouillant nerveusement dans son sac pour trouver ses clés, qu'elle a fait tomber 2 fois avant de pouvoir enfin ouvrir la portière. Elle est partie en trombe, ses pneus criant sur le gravier, pendant que je restais debout à la regarder disparaître au coin de la rue avant de rentrer. À l'intérieur, ma mère m'attendait sur le pas de la porte. Sans un mot, elle m'a saisi par le bras et m'a entraînée vers la cuisine, tandis que les autres faisaient mine de ne rien remarquer. Son visage était tendu, sa voix basse et sèche. Elle voulait savoir ce que je voulais dire avec cette histoire d'argent de succession. Je me suis adossée au plan de travail et je lui ai tout raconté. 2 ans plus tôt, pendant qu'on vidait la maison de grand-mère, j'étais tombée sur un dossier de relevés bancaires dans son bureau. Les relevés montraient toute une série de chèques émis durant les 6 derniers mois de sa vie, tous à l'ordre de Beverly, pour un total dépassant les 15 000 $. Or, à cette époque, j'avais vu grand-mère tenter d'écrire son nom sur une carte d'anniversaire. Impossible. Sa main tremblait tant qu'elle n'arrivait même plus à former les lettres. C'était illisible. J'ai expliqué à maman que j'avais comparé les signatures sur les chèques avec celles de grand-mère avant sa maladie, et qu'il n'y avait vraiment aucune ressemblance. Maman a porté sa main à sa bouche, bouleversée. Puis elle m'a demandé pourquoi je n'avais rien dit plus tôt. Je lui ai confié que grand-mère venait de mourir à ce moment-là, et que tout le monde était en plein deuil. Soulever une histoire d'argent aurait été déplacé. On venait à peine de l'enterrer. J'ai précisé que j'avais gardé les copies au cas où, mais que j'espérais ne jamais avoir à m'en servir. Maman a fermé les yeux, pris une longue respiration, et m'a assuré qu'elle me croyait, en s'excusant de m'avoir laissé porter ce poids seul. Quand nous sommes revenus dans le salon, les invités commençaient déjà à se disperser, chacun ramassant ses affaires et filant vers la porte. Personne n'osait me regarder en face. Tout le monde trouvait un prétexte pour fixer son téléphone, écouter ses enfants ou prétendre avoir laissé quelque chose dans la voiture. L'ambiance de la fête s'est évaporée en moins de 20 minutes, sous une avalanche d'excuses maladroites sur la fatigue ou la longue route du retour. Scarlett a été une des dernières à partir et m'a serré très fort dans ses bras avant de sortir. Elle m'a glissé à l'oreille que ça faisait du bien que quelqu'un ait enfin le courage de tenir tête à Beverly. Elle m'a aussi avoué qu'elle regrettait de ne pas avoir parlé plus tôt, qu'elle aurait dû me parler de la cagnotte des semaines avant au lieu de se taire. Je l'ai rassurée, lui expliquant que je ne lui en voulais pas du tout. Avant de s'en aller, elle a pressé ma main une dernière fois. Quand la maison s'est vidée, tout semblait bizarrement calme et vide, avec des parts de gâteaux à moitié entamées, traînant sur les assiettes, et les guirlandes encore suspendues un peu partout. J'ai descendu le couloir jusqu'à notre chambre, puis j'ai frappé tout doucement à la porte. J'ai annoncé que tout le monde était parti, qu'on se retrouvait enfin juste entre nous. La serrure a claqué et Daniel a entrouvert doucement la porte, s'avançant comme s'il redoutait de réveiller le bébé. Lily dormait sur son épaule, sa petite main recroquevillée au creux de son cou, ses cheveux roux complètement en bataille. Je voyais à ses yeux rouges et gonflés qu'il avait pleuré. Il n'a rien dit, il m'a simplement fait entrer, puis refermé la porte derrière nous. On s'est assis tous les deux sur le lit,
D'abord sans oser se toucher, juste à regarder Lily qui dormait paisiblement entre nous sur la couverture, respirant doucement avec quelques petits bruits tout en sommeil. Daniel et moi sommes restés là, de longues minutes à ne pas savoir par où commencer. Finalement, il s'est lancé d'une voix à peine audible. « Je suis désolée d'avoir douté de toi, d'avoir laissé le venin de Beverly me monter à la tête et de ne pas t'avoir mieux défendu devant ma famille. » Je lui ai répondu « Moi aussi je suis désolée d'avoir trop longtemps attendu avant de réagir, de ne pas avoir remis Beverly à sa place dès la première remarque. » On est resté silencieux encore un moment, puis Daniel m'a pris la main. Ce soir-là, après avoir couché Lily et allumé sa veilleuse, Daniel, assis au bord du lit, m'a avoué quelque chose qui m'a coupé le souffle. J'ai pris rendez-vous pour un test ADN la semaine prochaine, au labo de la ville. Sa voix tremblait, il n'osait pas croiser mon regard. Il a avoué qu'il avait honte d'en être arrivé là, mais que les insinuations de Beverly lui avaient tellement empoisonné l'esprit qu'il n'arrivait plus à chasser le doute. Il a murmuré « Je passais des nuits blanches à regarder les cheveux roux de Lily, à me demander, tout en me détestant de douter, mais sans parvenir à me raisonner. » Il m'a confié qu'il comptait s'y rendre seul, en secret, juste pour avoir la paix et se prouver à lui-même qu'il se trompait. Je me suis assise à côté de lui, j'ai posé une main sur son dos, et je lui ai dit que je comprenais, que je ne lui en voulais pas, que si le test pouvait lui rendre la sérénité et effacer les doutes que Beverly avait semés, alors on le ferait ensemble. Daniel s'est effondré et s'est mis à pleurer, sincèrement, d'une manière que je ne lui avais jamais connue. Il a caché son visage dans ses mains, le corps secoué de sanglots, et il a sangloté. Je ne veux pas être ce genre de mari qui réclame des preuves, ni ce père qui doute de son propre enfant. J'aime Lily plus que tout, et j'en veux à Beverly de m'avoir fait douter de ce que je sais au fond de moi. Je l'ai serré contre moi le temps qu'il laisse passer la tempête, en lui répétant qu'on affronterait tout ça ensemble. On a encore parlé, longtemps, de la suite. Finalement, on s'est mis d'accord. On ferait ce test ADN. Pas parce qu'on doutait vraiment, mais pour mettre une fois pour toutes fin au poison distillé par Beverly. Nous avions besoin de quelque chose de solide, de fiable, un résultat auquel Daniel pourrait se raccrocher lorsque les doutes le réveilleraient la nuit, une preuve indiscutable qui ferait taire définitivement toute remarque. Daniel a sorti son ordinateur et commandé un test à faire à la maison, en optant pour l'option express afin d'avoir les résultats en 3 à 5 jours, au lieu d'attendre 2 semaines. Tous les deux, on se sentait mal de devoir en arriver là, mais aussi soulagé à l'idée d'avoir bientôt une preuve irréfutable. Le lendemain matin, alors que je préparais le café, mon téléphone a sonné. C'était le nom de maman qui s'affichait. J'ai hésité à décrocher, puis je me suis dit qu'il valait mieux affronter la situation une bonne fois pour toutes. À peine avais-je décroché qu'elle a commencé à parler, la voix tendue, clairement en colère. Beverly me harcèle depuis hier soir. Elle m'accuse d'essayer de salir sa réputation avec des mensonges. Beverly racontait à toute la famille que j'avais tout inventé pour me venger de ses moqueries à propos de l'héritage. Maman a pris une voix grave et m'a demandé franchement si le vol était réel ou si j'avais tout monté pour nuire à Beverly. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Oui, c'est vrai, j'ai toutes les copies des chèques falsifiés dans mon coffre à la banque. Je peux te les montrer quand tu veux. » 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était papa. Il n'a même pas pris la peine de me saluer. Il m'a demandé d'emblée pourquoi je ne lui avais jamais parlé de cette histoire. Sa voix était dure, pleine de colère, comme je ne lui avais jamais connue. J'ai rassemblé mon courage et je lui ai expliqué « Grand-mère venait de mourir quand j'ai découvert les chèques falsifiés. On était tous en plein deuil. C'était déjà dur pour tout le monde. Je n'ai pas voulu ajouter à la douleur de la famille avec des accusations ou en appelant la police, surtout après ce qu'on venait de traverser. Papa est resté silencieux un moment. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil. Puis il a dit « Je comprends que tu aies voulu protéger la famille, mais ton silence a permis à Beverly de se cacher derrière et de faire du mal à tout le monde pendant 1 an. » Il m'a assuré qu'il allait désormais gérer Beverly de son côté et que ma priorité devait être Daniel et notre couple. Il a ajouté « Laisse tomber les histoires de famille, je m'en occupe. » On a raccroché et je suis restée là, le téléphone à la main, un peu désemparée. J'étais soulagée que papa me croie et prenne enfin les choses en main, mais je culpabilisais aussi d'avoir gardé cette histoire pour moi si longtemps. Dans l'après-midi, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Kayla, la mère de Daniel. J'ai eu un pincement au cœur en voyant son nom, persuadée qu'elle allait me passer un savon ou défendre Beverly. Mais sa voix, à l'autre bout, était basse et tremblante. Elle s'est excusée d'avoir interrogé Daniel sur sa paternité, admettant qu'elle réalisait aujourd'hui à quel point elle s'était laissée influencer par les ragots de Beverly et avait laissé le doute l'envahir. Elle m'a avoué qu'elle avait honte d'avoir remis en question son propre fils et de lui avoir fait sentir qu'il devait se justifier. Elle ne cessait de me répéter qu'elle était désolée. Je lui ai répondu que je comprenais, que les remarques incessantes de Beverly pouvaient embrouiller n'importe qui. On a continué à discuter un moment, puis elle m'a demandé si elle pouvait venir voir Lily bientôt. J'ai accepté, car je sentais qu'elle était vraiment sincère dans ses excuses. Une 20aine de minutes après, j'ai reçu un message de Christopher. Il était long.
Il se confondait en excuses pour ses remarques sur les traits de Lily, me confiant qu'il n'avait fait que reprendre ce qu'il avait entendu pendant des repas de famille. Il expliquait qu'il n'y avait jamais cru et qu'il regrettait d'avoir participé à tout cela. Il disait qu'il aurait dû nous défendre au lieu de rajouter du poids à la tristesse de Daniel. Je lui ai répondu que j'appréciais ses mots et que cela demandait du courage de reconnaître s'être trompé. 2 jours plus tard, nous avons fait le test ADN. Daniel a sorti le kit sur la table de la cuisine pendant que Lily jouait par terre avec ses blocs. Il fallait frotter l'intérieur de la joue pendant 30 secondes. Daniel a commencé, écouvillon contre la joue, surveillant le chrono sur son téléphone. Puis j'ai maintenu Lily tant bien que mal pour qu'il puisse faire le prélèvement sur elle. Ce qui n'a pas été simple car elle voulait sans cesse attraper ou mordre l'écouvillon. On a fini par réussir à récolter assez de cellules et on a scellé les 2 écouvillons dans leur tube. Avec l'enveloppe préaffranchie du kit, on est parti aussitôt à la poste. L'agente a scanné le colis et nous a confirmé qu'il arriverait dès le lendemain matin. On nous avait annoncé 3 à 5 jours pour les résultats. En rejoignant la voiture, Daniel m'a pris la main et l'a serré très fort, sans qu'aucun de nous n'ait besoin de parler. On savait très bien ce que l'autre ressentait. Chaque heure d'attente serait interminable, même si au fond, nous n'avions aucun doute sur le résultat. Le 3e jour, j'ai reçu une notification par mail. Le nom de Beverly est apparu dans ma boîte de réception et j'ai senti mes mains trembler avant même d'ouvrir son message. C'était un long email, presque 10 paragraphes, dont la première phrase m'accusait déjà d'être vindicative et cruelle. Elle prétendait que l'histoire de l'héritage n'était qu'un malentendu, que j'utilisais ça pour dresser la famille contre elle, et que j'avais toujours été jalouse de sa complicité avec grand-mère, d'où mes inventions actuelles. Elle me traitait d'affreuse pour oser détruire les liens familiaux à cause d'une blague, puis s'étalait longuement sur ma soi-disant sensibilité à fleur de peau et mon incapacité à supporter les taquineries. Elle m'accusait d'attiser les tensions juste pour attirer l'attention et susciter la pitié. À la fin, elle menaçait que je regretterais d'avoir menti pour la faire souffrir. Après l'avoir lu 2 fois, j'étais bouillante de colère. Je n'ai rien répondu à Beverly. J'ai juste cliqué sur « Transférer » et envoyé son mail à papa, sans ajouter un mot. Il a répondu presque aussitôt, en moins de 5 minutes. Son message m'annonçait qu'il avait déjà pris contact ce matin-là avec l'avocat chargé de la succession et que des démarches étaient en cours contre Beverly. Il précisait en plus que Beverly n'était désormais plus la bienvenue à aucune réunion de famille qu'il organiserait et il avait bien fait passer le message à tout le monde. Il m'a conseillé de bloquer son numéro ainsi que son adresse mail pour qu'elle ne puisse plus me joindre, ce que j'ai fait sans hésiter. Le lendemain, alors que j'étais en train de plier le linge, Scarlett m'a appelée. Elle voulait savoir comment je tenais le coup après ce qui s'était passé à la fête. Je lui ai répondu que ça allait, que j'attendais simplement les résultats du test ADN et que j'essayais de ne pas trop penser à Beverly. Scarlett s'est tue un instant, puis elle m'a avoué qu'elle devait absolument me confier quelque chose. Elle m'a révélé que Beverly avait persuadé 5 autres membres de la famille de parier de l'argent sur la durée de mon mariage. Elle m'a donné leurs noms et certains m'ont fait l'effet d'un coup de massue, car je pensais vraiment compter pour eux. Scarlett a insisté sur le fait qu'elle avait refusé de participer quand Beverly lui avait proposé de se joindre à eux. Elle m'a expliqué qu'elle s'était même disputée avec Beverly au sujet de l'immoralité de toute cette histoire, mais qu'elle n'avait rien dit avant de crainte de m'ajouter des soucis. Je l'ai remerciée de tout cœur d'avoir eu l'honnêteté de me le dire maintenant et de ne pas s'être laissée entraîner là-dedans. Après avoir accroché, je suis restée assise un long moment sur le canapé, abasourdie de réaliser que 6 personnes de ma propre famille avaient misé ensemble sur l'échec de mon mariage. Le 4e jour d'attente est arrivé. Je donnais son petit déjeuner à Lily, installée dans sa chaise haute, quand Daniel est entré dans la cuisine, une enveloppe à la main. Il avait le visage livide et les mains qui tremblaient. Il m'a dit d'une voix blanche que les résultats venaient d'arriver avec le courrier. J'ai laissé la cuillère de Lily sur la table et j'ai observé Daniel ouvrir l'enveloppe avec une lenteur presque douloureuse, comme s'il redoutait ce qu'il allait découvrir, alors qu'au fond, on savait tous les deux. Il a pris la feuille, l'a lue sans bouger, le regard figé, et m'a semblé rester là une éternité. Puis il a tourné le papier vers moi. Tout en haut, il y avait un en-tête officiel et, au milieu de termes techniques incompréhensibles, un seul chiffre ressortait en gras. Probabilité de paternité, 97,9%. Daniel avait les yeux pleins de larmes, et moi aussi. On est restés enlacés dans la cuisine, en pleurs, tandis que Lily tapait avec enthousiasme sur son plateau, insouciante, en gazouillant. Daniel m'a serré contre lui de toutes ses forces, à m'en couper le souffle, et aucun de nous n'a prononcé le moindre mot pendant un long moment. Dans l'après-midi, Daniel s'est éclipsé au garage et a reparu environ 1 heure plus tard, tenant à la main un cadre noir tout simple acheté en magasin, dans lequel il avait placé le résultat du test ADN. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, et il m'a expliqué qu'il voulait l'accrocher dans la chambre de Lily. J'ai trouvé l'idée un peu étrange sur le moment, qui penserait à encadrer un résultat de test de paternité, mais il m'a confié que pour lui, ce serait un rappel,
Il s'était laissé influencer par la toxicité d'autrui et avait failli laisser ça briser notre famille. Il voulait que, chaque fois qu'il entrerait dans la chambre de Lily et verrait ce cadre, il se rappelle ce qu'on avait traversé et qu'on n'avait pas laissé Beverly gagner. On l'a installé au mur, près de la toise, et Daniel est resté debout devant, longtemps, à le contempler. Je me suis glissée contre lui, un bras autour de la taille. Sur le mur, le cadre détonnait un peu parmi les autres décorations enfantines, mais je comprenais à quel point il comptait pour lui qu'il soit là. 2 jours plus tard, alors que je faisais la vaisselle, ma mère a appelé pour me demander si nous voulions venir dîner chez eux le dimanche suivant. Elle tenait à nous voir et m'a rassurée. Beverly ne serait pas là. Je l'ai sentie épuisée, bouleversée, quand elle m'a confessé qu'elle avait le cœur brisé par tout ce qu'on venait de traverser, mais qu'elle me croyait sur toute la ligne concernant l'héritage dérobé. Elle m'a assuré que j'avais bien fait, qu'elle comprenait que j'ai utilisé ces révélations pour défendre notre famille. Je lui ai promis qu'on passerait, et j'ai senti qu'un poids s'enlevait de ses épaules. Le dimanche venu, nous avons pris la route pour chez mes parents. Lily, fidèle à elle-même, babillait joyeusement dans son siège auto. Daniel, lui, ne lâchait pas le volant des mains, visiblement nerveux. En entrant, une douzaine de proches étaient déjà autour de la table de la salle à manger. Mon père s'est levé pour m'accueillir dans ses bras avant de demander à tout le monde de s'asseoir, expliquant qu'il devait faire une annonce importante. Un silence immédiat est tombé, chacun posant les plats. Mon père a alors annoncé qu'il avait officiellement porté plainte auprès de la police concernant les chèques falsifiés par Beverly sur le compte de grand-mère. Plusieurs cousins n'ont pas pu retenir des exclamations de surprise. Ma tante Sarah a porté une main à sa bouche, mais mon oncle, lui, s'est contenté d'acquiescer de la tête, comme s'il s'y attendait déjà. Scarlett a discrètement serré ma main sous la table. Papa a expliqué qu'il avait rassemblé toutes les preuves et que la police prenait l'affaire très au sérieux. Ma mère a fondu en larmes en silence et Daniel a posé un bras protecteur sur mes épaules. Le lendemain après-midi, alors que j'étais en train de plier le linge dans le salon, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai répondu et entendu, à l'autre bout du fil, une femme qui pleurait si fort qu'elle avait du mal à parler. Elle s'est présentée et j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait de la fille de Beverly. Elle m'a supplié de retirer les accusations, m'expliquant que sa mère avait fait une erreur mais ne méritait pas la prison. Je me suis assise car mes jambes tremblaient de plus en plus. Je lui ai expliqué le plus calmement possible que je n'étais pas à l'origine de la plainte, que c'était mon père et que je n'avais plus la main là-dessus. Elle continuait de pleurer, répétant que malgré tout, sa mère restait sa mère et avait besoin d'aide. Je lui ai répondu que je comprenais, mais que Beverly avait eu toute une année pour arrêter de nuire à notre famille et qu'elle avait sciemment choisi de continuer. La fille de Beverly m'a accusée d'être cruelle avant de me raccrocher au nez. Je suis restée là, téléphone en main, prise de dégoût, même si, au fond, je savais que je n'y étais pour rien. Ce soir-là, après avoir couché Lily, Daniel et moi étions installés sur le canapé, devant la télévision, quand il a tout à coup coupé le son. Il s'est tourné vers moi et, d'une voix hésitante, m'a dit qu'il pensait qu'il serait judicieux qu'on voie un conseiller conjugal. J'ai senti mon cœur se serrer, craignant qu'il n'annonce vouloir divorcer, mais il m'a rassurée. Le test ADN avait prouvé la biologie, la génétique, mais n'effaçait pas les mois de doute qu'il avait éprouvés à mon égard. Il a admis que tous ces doutes avaient délaissé des traces et qu'on aurait besoin d'aide pour avancer. J'ai été partagée entre un certain soulagement et une angoisse persistante. Je lui ai répondu que c'était sans doute la meilleure chose à faire, et il m'a pris la main. Il avait déjà repéré quelques thérapeutes spécialisés dans les histoires de famille et les questions de confiance. On a donc pris rendez-vous pour la semaine suivante. La toute première séance a été étrangement gênante dès qu'on s'est retrouvés assis côte à côte sur le canapé du cabinet. La thérapeute, une femme d'une 50aine d'années, nous a demandé de lui expliquer ce qui nous amenait là. Daniel s'est lancé, avouant qu'il avait honte d'avoir douté de la paternité de Lily. Il avait la voix nouée quand il a admis qu'il se détestait pour avoir laissé le poison de Beverly s'insinuer dans sa tête. Puis est venu mon tour. J'ai dit à quel point je lui en voulais de ne pas m'avoir vraiment soutenue face à sa famille. J'ai expliqué à la thérapeute que j'avais eu l'impression de me retrouver seule contre les attaques de Beverly, pendant que Daniel restait muet ou qu'il préférait carrément éviter les réunions de famille. Elle nous a écoutés tous les deux avant de nous rassurer. Nos ressentis étaient « on ne peut plus normaux » vu ce qu'on venait de traverser. Elle nous a précisé qu'on ne pouvait pas recoller les morceaux d'un coup de baguette magique, preuve ou pas, qu'il fallait du temps pour réparer une confiance brisée. Elle nous a proposé quelques exercices à faire à la maison pour apprendre à mieux exprimer nos émotions, sans se renvoyer la balle. En repartant, j'étais sur les rotules, mais j'avais quand même retrouvé un petit espoir. 2 semaines après le fiasco de l'anniversaire, Daniel a reçu un message du mari de Beverly qui suggérait qu'on se retrouve tous pour discuter. Daniel m'a montré le message, me demandant ce que j'en pensais. J'ai tout de suite dit « surtout pas », mais que c'était aussi sa décision. Il a donc répondu que Beverly était un vrai danger pour notre famille en ce moment, et qu'on avait besoin de temps. Il avait les mains qui tremblaient en tapant sa réponse.
Le mari de Beverly a renvoyé un long texto disant que Beverly était au plus mal et culpabilisait énormément. Daniel a éteint son téléphone et n'a rien répondu. Il m'a confié qu'il en avait assez de chercher des excuses à ceux qui nous faisaient souffrir. Je l'ai encouragé d'avoir enfin su mettre une limite. Puis je l'ai serré fort. 3 jours plus tard, mon père m'a appelé en plein après-midi, la voix pleine de colère. L'avocat chargé de la succession venait de l'informer de nouvelles révélations sur le vol commis par Beverly. En réalité, elle avait pris près de 22 000 € sur 6 mois. Et pas seulement les 15 000 que j'avais découverts au départ. L'avocat avait montré à mon père les relevés bancaires prouvant que Beverly vidait méthodiquement les comptes de mamie, tout en faisant mine de l'aider à régler ses factures. Elle avait même imité sa signature sur des chèques et fait des virements sur son propre compte. Mon père m'a avoué qu'il avait la nausée à l'idée que sa propre sœur ait pu voler à leur mère mourante. Vu le montant en jeu, il m'a expliqué que la police traitait désormais l'affaire comme un délit grave. Je ne savais pas quoi lui dire. Alors je me suis contentée d'écouter sa colère et sa tristesse. Dans les jours qui ont suivi, pas mal de membres de la famille impliqués dans les paris de Beverly m'ont adressé des messages d'excuses, un peu embarrassés. Une cousine m'a écrit qu'elle croyait que c'était juste une plaisanterie, inconsciente du mal que cela pouvait faire. Une tante m'a avoué qu'elle se sentait carrément honteuse et voulait s'excuser. J'ai lu chaque message, mais n'ai répondu qu'à une poignée d'entre eux. J'étais trop en colère qu'ils aient participé à un truc aussi cruel. Même s'ils prétendaient mais que c'était pour rire, ils avaient bel et bien parié de l'argent sur l'échec de mon mariage. Scarlett m'a appelé pour me prévenir qu'elle avait entendu dire que 2 d'entre eux essayèrent de convaincre les autres de me pousser à accepter leurs excuses. Je lui ai dit que je pardonnerais à mon rythme, pas avant. Elle a trouvé ça logique et m'a proposé de faire barrage si jamais on venait m'ennuyer avec ça. Lors de notre 4e séance, Daniel et moi avions avancé, mais on s'est retrouvés coincés sur un point. La thérapeute a alors demandé à Daniel ce qui l'empêchait encore de me refaire totalement confiance. Il est resté longuement silencieux avant de finir par avouer qu'il avait surtout du mal à encaisser s'être senti ridicule. Il avait le sentiment que tout le monde devait le prendre pour un imbécile de ne rien avoir vu plus tôt dans les manipulations de Beverly. La thérapeute s'est penchée vers lui pour lui certifier qu'être victime de mensonges élaborés pendant des mois ne faisait pas de lui un idiot. Elle a détaillé comment Beverly avait subtilement œuvré pour miner ce qui lui restait de confiance. Elle a ajouté que se faire avoir par un membre de sa propre famille, dont on attend normalement du soutien, ça ne faisait pas de lui un naïf, juste quelqu'un d'humain. Daniel s'est mis à pleurer, alors je lui ai serré la main. Cette séance a tout changé. Il portait cette honte en silence depuis bien trop longtemps. En fin de séance, la thérapeute s'est tournée vers moi pour me demander si j'éprouvais, moi aussi, de la culpabilité sur certains points. J'ai hésité, pas très envie d'en parler à voix haute, puis j'ai fini par reconnaître qu'une part de moi avait presque pris plaisir à menacer Beverly en brandissant les révélations sur la succession. J'ai expliqué que je me sentais un peu coupable d'en être arrivée à ce qui ressemblait à du chantage, même si elle méritait de répondre de ses actes. La thérapeute a compris et m'a dit que c'était parfaitement normal d'avoir des sentiments ambivalents quand on se défend enfin. Elle a précisé que me servir d'information pour protéger les miens, ce n'était pas pareil que du chantage à des fins égoïstes. Elle m'a invité à reconnaître que tenir tête à Beverly m'avait fait du bien, même si ce n'était pas pour autant un moment dont j'étais franchement fière. J'ai ressenti un vrai soulagement, comme si un poids s'allégeait. La semaine suivante, maman est arrivée un mardi matin, les bras chargés de courses et l'air déterminé. Sans détour, elle a annoncé qu'elle viendrait chaque mardi désormais, pour passer du temps avec Lily et filer un coup de main à la maison. J'ai voulu protester, mais elle m'a coupée. C'était aussi pour elle. Elle en avait besoin. Elle a rangé les courses pendant que Lily jouait avec ses cubes dans la cuisine, puis elle a pris Lily dans ses bras pour aller s'installer sur le canapé, la regardant empiler ses cubes, puis tout faire tomber dans un éclat de rire. Au bout d'un moment, maman a levé la tête vers moi et m'a dit qu'elle pensait souvent aux remarques de Beverly dès le début. Elle a reconnu m'avoir conseillé d'ignorer Beverly lors de cette première réunion de famille, alors que Lily n'avait que 3 semaines. Maman m'a confié qu'elle regrettait de ne pas avoir remis Beverly à sa place fermement dès le début, plutôt que de minimiser l'affaire comme si ce n'était qu'une banale querelle. Elle m'a avoué qu'elle avait passé des années à tenter de préserver la paix en faisant comme si de rien n'était, mais qu'aujourd'hui, elle refusait de continuer ainsi. Je me suis assise auprès d'elle et lui ai dit que je comprenais son comportement. Elle a secoué la tête avant de répondre. Le fait que tu comprennes ne justifie rien, et j'aurais dû mieux te protéger, toi et Daniel. À partir de là, elle est revenue le mardi suivant, puis chaque mardi sans faute. Parfois, elle amenait le déjeuner, d'autres fois, elle jouait tout simplement avec Lily, ce qui me permettait d'avancer sur mon linge ou de prendre enfin une douche sans me presser. Ce rendez-vous du mardi est vite devenu mon havre de paix, mon repère hebdomadaire. 2 semaines après ce nouveau rituel, Kayla a téléphoné à Daniel pour nous inviter à dîner chez elle un samedi soir. Daniel a tout de suite demandé si Beverly était le sujet, et Kayla l'a confirmé. La famille souhaitait nous parler. J'ai vu Daniel se raidir sur le canapé en écoutant sa mère.
Il lui a répondu qu'on allait y réfléchir et qu'on la rappellerait. Après avoir raccroché, nous sommes restés silencieux un long moment. Finalement, Daniel a fini par me dire qu'il pensait qu'il fallait y aller. Selon lui, sa famille nous devait des excuses en bonne et due forme, et cette invitation en ressemblait à une. J'ai accepté, mais je lui ai prévenu qu'au moindre signe de justification de leur part, nous partirions sur le champ. Le samedi venu, nous sommes arrivés chez Kayla, avec Lily installée dans son cosy, et Christopher, le frère de Daniel, nous a ouvert la porte en déclarant d'emblée qu'il était ravi de nous voir. Toute la famille s'était déjà réunie dans la salle à manger. Kayla avait préparé un grand repas avec tous les plats préférés de Daniel. Nous nous sommes installés et, les premiers instants, une tension palpable flottait dans l'air. On se contentait d'échanger les plats en silence. Soudain, Kayla a posé sa fourchette, nous a fixés droit dans les yeux et a pris la parole avec gravité. Elle a reconnu que la famille de Daniel n'avait pas su lui faire confiance, ni le soutenir dans son mariage au moment où il en aurait eu le plus besoin. Kayla a avoué qu'ils s'étaient tous laissés influencer par les rumeurs de Beverly, au lieu de faire confiance à l'intégrité et au caractère de Daniel. Elle s'est excusée de l'avoir interrogé sur la paternité et d'avoir donné l'impression qu'il était jugé par sa propre mère. Christopher a poursuivi en s'excusant à son tour pour ses remarques au sujet des traits de Lily et pour avoir répété des commérages plutôt que d'épauler son frère. Le père de Daniel, resté silencieux jusque-là, a finalement déclaré qu'il avait honte de ne pas être intervenu plus tôt pour calmer la situation. Le dîner a duré 3 heures dans une ambiance encore lourde, mais au moins chacun semblait sincère dans ses excuses. En rentrant, Daniel m'a dit qu'il trouvait ce moment nécessaire, même s'il avait été difficile à vivre. La semaine suivante, mon père m'a appelé pour me proposer de prendre un café ensemble. J'ai laissé Lily à Daniel et je l'ai retrouvé au bistrot du coin. Il avait l'air épuisé à mon arrivée. On a commandé nos boissons et on s'est installé dans une banquette à l'écart. Papa m'a alors appris que Beverly venait d'être officiellement mise en examen pour vol aggravé et faux en écriture, concernant une fraude sur une succession. Il m'a expliqué que le procureur avait épluché tous les relevés bancaires et les signatures falsifiées et considérait l'affaire suffisamment grave pour engager des poursuites. Je lui ai demandé s'il supportait l'idée que Beverly puisse être jugée pour ça. Papa est resté silencieux, puis il m'a avoué qu'il avait lui-même demandé que la justice suive son cours. Beverly devait affronter de vraies conséquences, pas juste la réprobation familiale ou quelques gens mécontents. Il pensait que sans la justice, elle attendrait simplement que tout retombe avant de recommencer comme avant. Je lui ai confié que même en sachant que Beverly méritait une sanction, l'idée de la dénoncer me laissait partager. Papa a tendu la main et m'a serré la mienne en disant « Je comprends ton dilemme, mais c'est plus grave que ce qu'elle a pu faire dans ton mariage. » Il a ajouté qu'elle avait volé leur mère mourante et trahi la confiance familiale au plus haut point. Les poursuites étaient lancées. Beverly allait devoir rendre des comptes devant le tribunal. Je lui ai demandé s'il imaginait qu'elle pourrait faire de la prison. Il m'a avoué qu'il n'en savait rien, mais qu'il espérait au moins qu'elle écoperait d'une peine avec sursis et d'une obligation de tout rembourser. Daniel et moi avons poursuivi nos séances de thérapie hebdomadaires, et peu à peu, les choses ont commencé à bouger entre nous. La conseillère nous avait donné des exercices, comme recréer de l'intimité à travers de petites attentions quotidiennes, au lieu de vouloir tout réparer d'un coup. Daniel s'est vraiment investi. Il s'est mis à me laisser des petits mots partout dans la maison, dans ma poche de manteau, sur le miroir de la salle de bain ou à côté de la cafetière. Il y écrivait pourquoi il m'aimait ou ce qu'il appréciait chez moi ce jour-là. Un mot me disait combien il admirait ma patience avec Lily, même quand j'étais à bout. Un autre disait qu'il me remerciait d'avoir protégé notre famille, alors qu'il manquait de courage pour le faire lui-même. De mon côté, j'ai fait un effort pour être plus honnête sur mes émotions, pour ne plus tout garder pour moi. Si je me sentais dépassée, je le lui disais franchement, sans jouer à la femme forte à tout prix. Quand la situation avec Beverly me faisait peur, au lieu d'encaisser en silence, je lui en parlais. Notre conseillère voyait dans ses petits pas de nouvelles habitudes porteuses de confiance et de dialogue. Au début, tout cela était maladroit, car nous étions seulement rompus à survivre et gérer la crise. Mais au fil des semaines, ça devenait plus naturel. Daniel me demandait vraiment comment j'allais, et je lui répondais honnêtement. De mon côté, je lui demandais ce qu'il attendait de moi, et il me disait les choses franchement. Petit à petit, on recommençait à fonctionner comme une équipe, et non plus comme deux personnes qui traversent la journée en essayant juste de tenir bon. 3 mois après tout ce qui s'était passé à l'anniversaire, mon père m'a appelé pour me donner des nouvelles au sujet de Beverly. Elle avait fini par accepter un arrangement et plaider coupable pour une version atténuée des faits. Au lieu d'être accusée de vol avec violence, son acte avait été requalifié en échange de ses aveux. Finalement, Beverly écopait de 2 ans de mise à l'épreuve, devait rembourser les 22 000 € volés dans leur intégralité et effectuer 200 heures de travail d'intérêt général. D'après papa, le plus important dans tout ça, c'était surtout que son casier judiciaire porte enfin une trace de ce qu'elle avait fait, histoire que les choses soient actées officiellement. Je lui ai demandé s'il avait repris contact avec elle,
mais il m'a répondu que non et qu'il n'en avait aucune intention pour le moment. Il m'a raconté que la fille de Beverly l'avait appelé en larmes, le suppliant de pardonner sa mère, mais il lui avait répondu qu'il faudrait du temps et que, de toute façon, Beverly devait d'abord assumer ses obligations devant la justice. Grâce à cet accord, toute la famille échappait au procès et franchement, ça nous soulageait tous. Personne n'avait envie de venir témoigner au tribunal. Mais cela voulait aussi dire que, noir sur blanc, Beverly avait reconnu devant tout le monde avoir volé notre grand-mère. Cet aveu, d'une certaine façon,